La trahison ne s'annonce jamais avec fracas. Elle se glisse en silence, dans l'ombre d'une absence, dans l'écho d'un appel sans réponse. C'est une leçon que Camille a apprise de la manière la plus cruelle, sur un lit d'hôpital, alors que la vie menaçait de la quitter. L'homme qu'elle aimait, l'homme qui avait promis d'être là, était ailleurs, charmé par une autre. Face à l'indifférence et à l'humiliation, beaucoup auraient pleuré, beaucoup auraient crié, mais Camille a fait un autre choix. Elle a choisi le silence, elle a choisi la lucidité, et dans ce silence, elle a orchestré une réponse d'une précision redoutable. Bienvenue dans une histoire où la douceur cache la plus grande des forces, où la dignité devient la meilleure des armes. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par le destin d'une femme qui a tout perdu pour finalement se retrouver. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives, trop propres, trop implacables. Elles exposaient tout, la peur, la culpabilité, la faiblesse, des choses que les hommes comme Julien Beaulieu passaient leur vie à feindre d'ignorer. Ils se tenaient raides dans le couloir des urgences, les poings serrés le long du corps, regardant les médecins s'activer avec une urgence maîtrisée autour du brancard qui transportait sa femme, Camille Beaulieu. Sa peau était pâle, presque translucide sous les dures lumières fluorescentes. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, sa respiration superficielle, irrégulière. Un moniteur cardiaque émettait de légers bips, chaque son le transperçant comme un avertissement. Il n'avait pas été là quand elle s'était effondrée. C'était la part à laquelle il ne pouvait échapper. 30 minutes plus tôt, l'appel était arrivé pendant qu'il riait. Pas un rire fort, juste un rire grave, insouciant, le genre qui s'échappe quand on oublie le monde extérieur l'espace d'un instant. Son téléphone avait vibré sur la table en verre à côté du canapé. Camille. Il avait jeté un coup d'œil à l'écran, puis à la femme assise à califourchon sur ses genoux. Roxane Lefebvre. Elle avait souri lentement, d'un air entendu, et avait tracé la ligne de sa mâchoire du bout du doigt. Elle murmura de ne pas répondre, ajoutant qu'il méritait une nuit où il ne sauvait personne. Il hésita. C'était tout ce qu'il fallait, une seule hésitation. L'appel cessa de sonner. Puis il sonna de nouveau. Il l'ignora encore. Quelques minutes plus tard, le message arriva. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait mal à la poitrine et le suppliait de l'appeler. Il ne répondit pas, parce que Roxane l'embrassa de nouveau et qu'il la laissa faire. L'effondrement. Au moment où l'hôpital appela, Camille avait déjà perdu connaissance. Un voisin l'avait trouvée, effondrée sur le carrelage de la cuisine, le téléphone toujours serré dans sa main. À présent, Julien se tenait figé pendant que l'infirmière Sophie ajustait une perfusion et vérifiait ses signes vitaux. Le docteur Martin expliqua calmement qu'elle était stable pour le moment, évoquant une réponse sévère au stress, une déshydratation et un rythme cardiaque irrégulier, mais en amélioration. Julien déglutit avec difficulté et demanda s'il pouvait la voir. Le médecin l'étudia un instant, brièvement. Il entra lentement dans la chambre. L'odeur d'antiseptique le frappa en premier, puis la vue de sa femme. Camille reposait immobile, ses cheveux sombres étalés sur l'oreiller, ses cils reposant sur une peau trop pâle pour être en bonne santé. Elle semblait plus petite en quelque sorte, fragile, cassable. Un son s'échappa de sa gorge avant qu'il ne puisse l'arrêter. Il prononça son prénom. Ses paupières papillonnèrent. La reconnaissance vacilla, puis la douleur. Ses yeux s'embuèrent instantanément. Elle murmura faiblement qu'il n'était pas venu. Les mots étaient doux. Ils le brisèrent. Il balbutia qu'il n'avait pas entendu le téléphone. Elle détourna la tête, une unique larme glissant à la racine de ses cheveux. Elle lui avoua dans un souffle qu'elle l'avait appelé et qu'elle avait cru s'éteindre. Le silence engloutit la chambre. Julien chercha à prendre sa main, mais elle la retira faiblement. Ce petit mouvement coupa plus profondément que n'importe quel cri. Devant la porte, invisible pour eux deux, une femme se tenait au bout du couloir. Roxane Lefebvre.
Elle avait suivi l'ambulance, non par inquiétude, mais par curiosité. Et maintenant, elle regardait à travers la vitre l'homme qu'elle pensait posséder, fixer une autre femme, comme si son âme avait été déchirée. Quelque chose se tordit en elle. Pas de la culpabilité, pas de la peur, de la possession, et quelque chose de plus sombre. La jalousie s'aiguisa pour devenir du calcul. Parce qu'à ce moment précis, Roxane comprit quelque chose de très clair. Si Camille survivait, elle n'aurait jamais vraiment Julien. Et c'était inacceptable. Le mensonge commença. Des heures plus tard, quand le médecin s'éloigna et que le couloir redevint calme, Roxane s'approcha de lui. Elle lui conseilla doucement de se reposer, proposant de rester à sa place car il avait l'air sur le point de s'effondrer. Il se tourna lentement vers elle, les yeux fatigués, et lui dit que sa femme avait failli partir. Roxane répondit doucement qu'elle était toujours là, et que sa présence ici ne changerait rien à ce qui s'était passé. Elle posa une main sur son bras, un geste familier. Cette fois, il se dégagea et murmura qu'il avait besoin d'air. Elle le regarda marcher dans le couloir, le regarda disparaître. Et à cet instant, Roxane prit une décision qui allait tous les anéantir. Si Camille restait en vie, elle s'assurerait qu'il perde tout le reste. À l'intérieur de la chambre d'hôpital, Camille fixait le plafond, le cœur battant. Elle avait ressenti l'hésitation dans sa voix, le délai, l'absence. Elle savait, et quelque chose en elle bascula, non pas vers la rage, mais vers la lucidité. Si elle n'avait plus été là ce soir, elle serait partie seule, et l'homme qu'elle aimait aurait été ailleurs. Cette prise de conscience se durcit en quelque chose de tranchant et de silencieux. Elle ferma les yeux et commença à planifier. La chambre d'hôpital tomba dans une étrange sorte de calme après le départ de Julien. Pas le silence, les machines bourdonnaient encore, des pas résonnaient toujours dans le couloir, mais une immobilité creuse qui s'enroulait autour de sa poitrine. Elle resta allongée là, fixant le plafond. Le blanc trop vif, trop propre, trop indifférent. Son cœur battait régulièrement maintenant, surveillé et mesuré. Mais à l'intérieur de sa poitrine, autre chose palpitait. Quelque chose de plus profond que la douleur, la déception. Pas du genre dramatique, pas de la rage, quelque chose de plus froid, définitif. Elle rejoua le moment encore et encore, l'appel sans réponse, le serrement dans sa poitrine, la peur qui fleurissait alors que sa vision se brouillait, le besoin instinctif de l'atteindre, la croyance si profondément enracinée qu'elle ressemblait à un instinct, celle qu'il viendrait. Et il n'était pas venu. Ses doigts se recourbèrent lentement sur la couverture. Les gens pensaient toujours que la trahison était bruyante, explosive, évidente. Mais la trahison, apprenait-elle, était silencieuse. Elle arrivait sous la forme de l'absence. L'infirmière Sophie entra doucement, ajustant la perfusion, et l'informa que son mari était sorti un instant car il était très secoué. Camille fit un faible signe de tête, n'offrant rien de plus. Quand l'infirmière partit, la porte se refermant doucement derrière elle, Camille tourna son visage vers la fenêtre. Les lumières de Bordeaux se brouillaient, floues. Quelque part dehors, la vie continuait comme si la sienne ne s'était pas presque arrêtée. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Quelque chose en elle s'était figé, et cette immobilité, réaliserait-elle bientôt, était bien plus dangereuse que la colère. Julien revint 20 minutes plus tard, les cheveux ébouriffés, la cravate desserrée, la culpabilité gravée dans chaque ligne de son visage. Il s'arrêta juste sur le pas de la porte, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Il prononça doucement son prénom. Elle ne se retourna pas. Il ajouta inutilement qu'il aurait dû être là et qu'il ne savait pas que c'était si grave. Elle ferma les yeux et lui rappela doucement qu'il savait qu'elle avait appelé. Il déglutit et tenta de dire qu'il n'avait pas pensé. Elle l'interrompit d'une voix calme mais cassante,
affirmant que c'était bien ça le problème. Il n'avait pas pensé. Il fit un pas de plus, la suppliant, expliquant qu'il était distrait et qu'il avait fait une erreur. Elle finit par le regarder. Son regard n'était pas en colère, il était vide. Elle lui fit remarquer simplement qu'elle aurait pu y laisser la vie et qu'il était distrait. Il tressaillit, insistant sur le fait qu'il était là, maintenant. Elle secoua lentement la tête et lui expliqua que c'était la partie qu'il ne comprenait pas, car être là, maintenant, n'effaçait pas le moment où il n'y était pas. Le silence qui s'ensuivit fut épais, oppressant. À l'extérieur de la chambre, invisible, Roxane se tenait là, écoutant. Elle s'était positionnée parfaitement, juste hors de vue, juste à portée de voix. Et quand elle entendit Camille prononcer ces mots, quelque chose en elle se recroquevilla de satisfaction. Parce qu'une telle blessure ne s'estompait pas, elle fermentait. Le lendemain matin, Camille fut autorisée à sortir. Julien insista pour la ramener lui-même à la maison. Il voletait autour d'elle alors qu'elle marchait, lui offrait son bras, ouvrait les portes, parlait doucement. Elle le laissa faire parce qu'elle observait. De retour dans leur grand duplex haussmannien, tout semblait faux. L'espace qui semblait autrefois sûr ressemblait maintenant à une scène où des mensonges avaient été répétés trop de fois. Julien l'aida à s'installer sur le canapé, prépara une tisane à la verveine qu'elle ne but pas, posa des questions auxquelles elle répondit à peine. Il lui annonça qu'il avait annulé ses réunions pour rester avec elle. Elle hocha la tête d'un air absent et lui dit que c'était bien, qu'il le devrait. Il sourit faiblement, le soulagement vacillant dans ses yeux. Il pensait que c'était du pardon. Il n'avait aucune idée que c'était de l'observation. Cette nuit-là, après qu'il se fût endormi à côté d'elle, Camille resta éveillée à écouter sa respiration. Elle attendit que son souffle devienne régulier, que son corps se relâche dans le sommeil. Puis elle glissa doucement hors du lit. Elle se déplaçait silencieusement, méthodiquement, comme quelqu'un qui avait déjà pris une décision et se contentait maintenant de l'exécuter. Son téléphone reposait sur la commode, face vers le bas. Elle n'hésita qu'une seconde avant de le ramasser. Elle connaissait le code. Elle l'avait toujours connu. Ce qu'elle trouva confirma tout ce qu'elle soupçonnait déjà, et plus encore. Des messages, des photos, des notes vocales. Leur intimité brûlait plus que la trahison elle-même. Mais elle ne pleura pas. Elle prit des captures d'écran. Elle transféra des fichiers. Elle mémorisa des noms. Et quand elle eut terminé, elle replaça le téléphone exactement là où il avait été. Elle retourna au lit et s'allongea à côté de lui, fixant l'obscurité. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle ressentit quelque chose proche du pouvoir. Roxane, pendant ce temps, devenait agitée. Julien n'avait pas retourné ses appels, n'avait pas répondu à ses messages, et elle détestait ce sentiment, cette impression d'être oubliée. Elle avait toujours été celle qui contrôlait, celle que les hommes choisissaient quand ils voulaient s'échapper. Elle ne perdait pas. Alors elle conduisit devant le duplex, vit les lumières allumées, vit sa voiture, et sa mâchoire se crispa. Elle ne savait pas que Camille avait déjà vu son nom sur son téléphone. Elle ne savait pas que Camille reliait déjà les points. Et elle ne savait certainement pas que la femme qu'elle croyait faible devenait discrètement dangereuse. Le lendemain matin, Camille s'habilla avec soin, non pour impressionner, mais pour s'armer. Elle choisit un tailleur beige assorti d'un foulard en soie, des lignes épurées, une force tranquille. Quand Julien entra dans la cuisine, elle était déjà réveillée et sirotait sa tisane. Elle l'informa qu'elle sortait un moment pour prendre l'air. Il proposa de venir avec elle, mais elle secoua la tête, insistant sur le fait qu'elle avait besoin de le faire seule. Quelque chose dans son ton le fit s'arrêter, et il finit par accepter de l'attendre. Elle hocha la tête, prit son sac et sortit. Elle n'alla pas dans un café, elle n'alla pas faire les boutiques. Elle se rendit dans le quartier des Chartrons, dans un immeuble de bureaux calme qu'elle avait visité une fois, des années auparavant, avec une amie. Elle entra et s'approcha de l'accueil, demandant calmement à parler à quelqu'un au sujet de la gestion de patrimoine. La réceptionniste sourit et l'invita à prendre place.
Camille s'assit, attendit, et commença lentement à reprendre son pouvoir. Elle ne se précipitait pas, elle ne le faisait jamais. Chaque mouvement, chaque mot, chaque regard était mesuré. Au moment où elle rentra à la maison ce soir-là, Julien le remarqua immédiatement. Quelque chose dans son attitude avait changé. Pas de la colère, pas du chagrin, mais un contrôle calme et précis qui le mettait mal à l'aise. Il essaya de masquer son malaise en lui faisant remarquer qu'elle était rentrée tôt. Elle répondit doucement qu'elle avait des courses à faire. Sa voix était assurée, mais ses yeux ne trahissaient rien. Elle posa son sac, l'arrangea soigneusement comme si elle se préparait pour une réunion, et lui jeta un bref coup d'œil en lui conseillant de se reposer, car il avait l'air fatigué. Julien tressaillit face au sous-entendu. Elle parlait simplement, poliment, mais chaque mot semblait délibéré, comme un coup aux échecs. Elle ne s'adoucissait pas, elle s'aiguisait. Il déglutit, incertain de ce qu'il devait dire, et balbutia qu'il voulait juste s'assurer qu'elle allait bien. Camille pencha la tête, l'étudiant. Elle déclara calmement qu'elle allait bien, mais que lui avait failli perdre le contrôle de tout la nuit précédente. Il ouvrit la bouche, mais elle leva la main, lui ordonnant de ne pas parler. Elle ajouta qu'elle voulait voir ce qu'il ferait avant qu'il n'essaie de s'expliquer. Julien expira brusquement. Elle le testait, l'observait, le jugeait. Tous ses instincts lui hurlaient qu'elle avait changé, que la femme qu'il croyait fragile et indulgente ne l'était plus. Roxane, pendant ce temps, était devenue audacieuse. Elle appelait encore et encore, laissant des messages remplis d'une fausse inquiétude. Chacun était un piège soigneusement tendu, un appât pour ramener Julien dans son orbite, pour le tenter d'oublier la nuit précédente, pour lui rappeler sa faiblesse. Julien les ignora. Mais l'insistance de Roxane s'intensifia. Une visite, une apparition surprise dans le hall de l'immeuble. À chaque fois, elle souriait avec la confiance de quelqu'un d'intouchable, et Julien ressentait cette vieille attraction familière, celle qui avait causé ce quasi-effondrement en premier lieu. Il ne réalisait pas à quel point Camille l'avait observé avec attention. Elle remarqua la façon dont il hésitait quand l'interphone sonnait. Elle nota la crispation de sa mâchoire lorsqu'un visiteur arrivait, et elle emmagasina tout cela. La première frappe arriva silencieusement. Camille engagea un détective privé sous couvert d'un auditeur financier. Un professionnel discret, quelqu'un qui pouvait rassembler des preuves sans alerter Julien. Elle voulait des noms, des messages, la preuve de chaque trahison cachée. Elle n'agit pas impulsivement, elle agit stratégiquement. En quelques jours, l'enquêteur revint. Les découvertes étaient accablantes. Roxane avait rencontré Julien pendant ses jours les plus chargés, siphonnant des fonds et orchestrant soigneusement une lente invasion de sa vie. Photos, relevés de transactions, preuves de temps, tout y était. Camille sourit doucement en regardant les documents. Pas triomphante, pas jubilatoire, concentrée, précise. Elle appela Roxane en premier. Elle la salua chaleureusement, presque gentiment, espérant qu'elle allait bien. Roxane rit légèrement, ne sentant pas le piège. Elle répondit que c'était une surprise et qu'elle espérait que Julien ne lui avait pas tout dit. Camille répliqua, calme comme un lac en hiver, qu'elle en savait pas mal et qu'elle pensait juste de le lui faire savoir. Elle ajouta que ses efforts avaient été remarqués, appréciés même, mais qu'ils ne seraient pas tolérés. Il y eut une pause. L'amusement de Roxane vacilla. Elle feignit de ne pas comprendre le mot « tolérer ». La voix de Camille se durcit très légèrement. Elle lui expliqua qu'elle avait franchi les limites, que chaque mouvement, chaque message et chaque intrusion avait été catalogués, et que maintenant, il était temps d'en subir les conséquences. Roxane rit, mais le rire était cassant cette fois. C'était le premier soupçon de malaise. Elle affirma que Camille faisait une erreur sur elle. Camille sourit doucement et lui assura qu'elle la comprenait parfaitement, et que c'était la raison pour laquelle cela allait faire mal. La deuxième frappe fut publique, professionnelle, implacable. Camille contacta les employeurs de Roxane discrètement, mais avec des preuves indéniables d'inconduite, d'utilisation abusive des fonds de l'entreprise, de falsification d'informations confidentielles et d'abus de confiance.
Dans les jours qui suivirent, Roxane se retrouva suspendue, confrontée à de lourdes procédures. Le monde soigneusement organisé sur lequel elle s'était reposée s'effondra silencieusement autour d'elle. Elle appela Julien, furieuse et paniquée, lui demandant s'il avait fait cela et s'il enquêtait sur elle. Julien balbutia qu'il ne savait pas de quoi elle parlait. La voix de Camille trancha à travers la ligne, comme de la glace. Elle dit qu'il aurait dû le savoir, mais que maintenant il n'avait plus son mot à dire et n'avait aucun contrôle. Le premier mouvement avait été fait, et elle avait l'intention de le terminer. Julien le ressentit. Puis vint la réalisation qu'il n'avait plus le contrôle, que la femme qu'il croyait fragile, qui avait failli disparaître en son absence, était devenue redoutable à part entière. Pour la première fois, la peur s'insinua dans son esprit. Pas la panique pour les affaires, pas la terreur face au scandale, mais la peur pour lui-même. La riposte de Camille n'était pas irréfléchie, elle n'était pas chaotique, elle était méticuleuse, méthodique, calculée. Il avait laissé la tentation et la distraction le guider. Elle allait lui laisser voir les conséquences, lentement, délibérément, de la manière qui faisait le plus mal, en prenant le contrôle, en exposant les faiblesses, en prouvant qu'elle pouvait s'épanouir sans lui et le laisser impuissant. À la fin de la semaine, Roxane était acculée, professionnellement effondrée, financièrement vulnérable, socialement isolée. Julien essaya d'intervenir. Il essaya de faire appel, d'expliquer, de plaider. Camille écouta poliment, sourit faiblement, le laissa parler, puis, tranquillement, elle lui tendit la dernière pièce à conviction. Elle déclara d'un ton trompeusement doux que ses choix avaient des conséquences. Elle lui précisa qu'il pouvait essayer de la sauver, mais qu'elle s'était assurée que ce ne serait pas suffisant, et qu'il ne pouvait pas échapper à ce qui arrivait, ni pour Roxane, ni pour lui. Julien fixa les papiers, le cœur battant à tout rompre, la respiration inégale, la réalisation s'imposant à lui. Camille avait tout calculé, chaque mouvement, chaque faux pas, chaque faiblesse. Elle les avait tous transformés en armes, et maintenant, il était pris au piège. La nuit où tout s'est fracturé. La pluie tombait comme une confession que le ciel ne pouvait plus retenir. Roxane se tenait dans le bureau aux parois de verre qui lui avaient autrefois donné le sentiment d'être intouchable. Maintenant, cela ressemblait à un aquarium, transparent, exposé, étouffant. Son téléphone reposait dans le creux de sa main, l'écran illuminé d'appels manqués, aucun d'entre eux ne lui rendant son pouvoir. Elle avait perdu son poste, ses accès, sa protection. Et maintenant elle savait pourquoi. La réalisation ne frappa pas avec de la colère, mais avec de l'effroi. Parce que ce n'était pas du chaos, ce n'était pas de la jalousie, c'était de la précision. Roxane fit les 100 pas, ses talons résonnant sèchement, sa respiration superficielle. Elle avait toujours su comment manipuler les hommes, comment transformer l'admiration en obéissance. Mais ça, c'était différent. Camille ne se battait pas émotionnellement. Elle la démantelait, système par système, fil par fil. Son téléphone vibra. Un message lui demandait de venir ce soir, précisant qu'elle méritait de l'entendre directement. Pas de nom, pas de signature. Elle savait de qui il s'agissait, et contre tous ses instincts qui lui hurlaient de fuir, elle accepta. Julien était assis seul dans sa voiture, garé à 2 rues de l'adresse qu'elle lui avait envoyée. Ses mains tremblaient sur le volant. Il ne reconnaissait plus sa vie. Chaque actif gelé, chaque partenaire distant, chaque appel sans réponse. Camille. Elle était calme, intouchable. Le regardant s'effondrer avec une retenue qui le terrifiait plus que des cris ne pourraient jamais le faire. Il avait essayé de la confronter plus tôt dans la journée, l'accusant de tout faire s'écrouler. Elle l'avait regardé tranquillement, répondant qu'elle laissait juste la vérité respirer. Il se sentait comme une proie maintenant, pas chassé bruyamment, mais observé, étudié, et ce soir, il savait que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. L'ancien chai à vin en pierre était vieux,
rénover juste ce qu'il fallait pour cacher son passé. Des poutres métalliques, des murs en pierre apparente, des lumières douces placées avec intention. Camille arriva la première. Elle se tenait près du centre, son manteau drapé proprement sur son bras, la posture détendue. Elle semblait sereine, ni en colère, ni émotive, puissante. Roxane arriva quelques instants plus tard, ses talons claquant sèchement. Son visage était tendu par la crispation, mais elle se força à afficher un sourire. Elle lança ironiquement que c'était donc ici qu'elle se cachait pour jouer à la stratège. Camille ne sourit pas. Elle répondit qu'elle ne se cachait pas, mais qu'elle concluait. Roxane eut un rire cassant, lui demandant si elle pensait avoir gagné et si elle croyait que briser sa carrière la rendait forte. Camille répondit calmement que non, mais qu'elle pensait que lui montrer qui elle était vraiment le faisait. Roxane se moqua, affirmant que Camille n'était rien sans lui. Ce fut à cet instant que les yeux de Camille se durcirent. Elle déclara doucement qu'elle était quelqu'un avant lui et qu'elle serait quelqu'un bien après que Roxane serait oubliée. La porte s'ouvrit derrière elle. Julien entra. L'air changea instantanément. Il demanda d'une voix tendue pourquoi ils étaient tous là. Camille se tourna lentement vers lui et affirma que c'était parce que tout se terminait ce soir. Elle fit un geste vers une table à proximité sur laquelle reposait une tablette et lui ordonna de s'asseoir. Il hésita, puis obéit. Elle tapota l'écran. Des images commencèrent à défiler. Des extraits de vidéosurveillance, des dossiers financiers, des conversations enregistrées légalement grâce à des clauses de consentement documentées et enfouies dans des contrats que Roxane avait signés sans lire, des messages transférés, des transactions tracées, chaque manipulation mise à nu. Le visage de Roxane se vida de ses couleurs. Elle balbutia qu'on lui avait tendu un piège. Camille rétorqua que non, qu'elle y était entrée de son plein gré et qu'elle avait juste gardé les portes ouvertes. Roxane s'élança en avant, criant qu'elle avait fait s'écrouler sa vie. Camille ne tressaillit pas et affirma qu'elle l'avait simplement révélé. Julien se leva brusquement, la suppliant d'arrêter et disant qu'elle avait prouvé ce qu'elle voulait. Camille se tourna vers lui. Elle lui dit d'une voix qui ne s'éleva pas, car ce n'était pas nécessaire, qu'il n'avait plus le droit de rien arrêter. Elle continua en rappelant qu'elle avait failli ne pas survivre en l'attendant, et que pendant qu'elle était allongée là, il la choisissait elle, alors elle s'était choisie elle-même. L'horreur inondant son visage, Julien recula d'un pas et murmura qu'elle n'était pas comme ça. Elle sourit tristement, avouant qu'elle était devenue ce qui l'avait rendue nécessaire. Roxane laissa échapper un rire aigu. Elle demanda si Camille pensait que cela la rendait puissante et si elle croyait que la briser lui donnait la paix. Camille s'approcha, sa voix n'étant plus qu'un murmure qui coupait plus profondément qu'un cri. Elle répondit que non, mais que cela lui permettait de tourner la page. Elle se retourna et fit un signe de tête vers la porte. 2 silhouettes entrèrent, des représentants légaux, calmes et impassibles. Le monde de Roxane s'effondra en temps réel. Les preuves furent soumises, son implication documentée, son silence acheté uniquement par la froide indifférence de la loi. Elle tomba à genoux, non pas de manière théâtrale, mais par incrédulité. Julien tendit instinctivement la main vers elle, et c'est alors que cela se produisit, l'heure de vérité. Camille prit de nouveau la parole. Elle déclara doucement que s'il la touchait, tout ce qu'elle avait retenu serait rendu public. Julien se figea. Il la vit. Puis la femme qu'il pensait connaître disparut. À sa place se tenait quelqu'un qui avait traversé la douleur par le feu et en était ressorti inébranlable. Il baissa la main. Ce fut son ultime choix et cela lui coûta tout. Plus tard, alors que l'aube se glissait à travers les fenêtres de l'ancien chai, Camille se tint seule. Les actes étaient posés. Roxane ferait face à des enquêtes, à la déroute civile et à une vie dépouillée d'illusions. Julien ferait face à l'exposition publique, au divorce et à la lente humiliation de perdre tout ce qu'il pensait le définir.
et Camille sortit dans l'air matinal en respirant profondément. Ni victorieuse, ni brisée, mais libre. La ville de Bordeaux était calme ce matin-là, mais le silence était lourd, chargé des conséquences de nuit que personne d'autre ne comprendrait jamais pleinement. Camille sortit de l'ancien chai dans la douce brume de l'aube, son manteau serré autour de ses épaules. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme l'écho d'une vie reconstruite à partir d'une confiance perdue, d'une trahison et d'une planification délibérée. À l'intérieur du bâtiment, Julien était assis, affaissé contre une froide colonne d'acier. Des papiers, des contrats et des écrans de preuves étaient éparpillés autour de lui comme les restes d'une tempête. Le poids de ses choix l'écrasait plus durement que n'importe quelle épreuve ne pourrait jamais le faire. Chaque instant d'indulgence, chaque flirt, chaque erreur de jugement apparaissait maintenant avec une clarté brutale devant lui. La femme qu'il avait failli perdre, celle qu'il avait prise pour acquise, avait orchestré une symphonie implacable, magnifiquement précise, méthodiquement douloureuse. La chute de Roxane était complète. Mise en demeure légale, avoir gelé et exposition publique l'avaient laissée isolée. Personne ne l'appelait, personne ne lui rendait visite. Elle avait perdu non seulement l'attention de Julien, mais aussi chaque fondation sur laquelle elle avait bâti sa vie. Elle comprenait pleinement que sa propre ambition, incontrôlée et cruelle, avait causé sa perte. Elle appela Julien une fois, le désespoir dans la voix, le suppliant et lui disant qu'il aurait pu la sauver. Julien ne put que secouer la tête, la voix nouée, avouant qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même. Ce n'était pas de l'arrogance, ce n'était pas de la provocation, c'était l'amère vérité. Au moment où il avait réalisé la profondeur du plan de Camille, les murs s'étaient refermés. Chaque tentative d'intervention avait été anticipée, neutralisée, rendue insignifiante. La justice de Camille n'était pas bruyante, elle n'était pas chaotique, elle était chirurgicale, et il avait été laissé exposé, nu, face aux conséquences de ses propres choix. Camille retourna à son duplex, silencieuse, sereine, mais avec une tempête sous son extérieur calme. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la ville, et se laissa respirer. Pas du soulagement, pas du triomphe, mais un profond sentiment d'achèvement. Elle avait enduré la peur, la trahison et la négligence. Elle avait été presque anéantie par quelqu'un qu'elle avait autrefois aimé, et maintenant elle était libre. Julien, pendant ce temps, faisait face au couloir froid et vide de son appartement. Tout ce qu'il avait amassé en richesse, en influence et en pouvoir semblait insignifiant face à la perte de la confiance et à la certitude des conséquences. Il était seul, pas par accident, pas par les circonstances, mais par une conception délibérée. Camille lui avait montré exactement ce que signifiait être impuissant, exactement ce que l'on ressentait lorsque chaque choix qu'il avait fait revenait pour le réclamer. Il essaya de l'appeler une fois, avec hésitation. Son numéro tomba directement sur la messagerie vocale. Il tapa un message, puis l'effaça. Chaque tentative donnait l'impression de marcher dans un piège auquel il ne pouvait plus échapper. Roxane ne tint pas longtemps après la révélation publique. Sa carrière en chute libre, sa réputation entachée et ses ressources financières asséchées par les procès et les pénalités, elle devint l'ombre de la femme qui avait manipulé Julien avec tant d'insouciance. Seule, humiliée et traquée par son propre reflet, elle comprit l'ampleur de ses erreurs et qu'aucune excuse ne pourrait défaire la dévastation soigneusement calculée par Camille. La leçon de Camille était complète, mais elle n'était pas insensée. Chaque mouvement avait été mesuré, calculé, froid, mais précis. Et maintenant, elle en était ressortie intacte, puissante, intouchable. Elle ne jubila pas, elle ne s'attarda pas dans les ruines. Elle laissa les conséquences se dérouler sans interférence. Julien ne la revit jamais, pas comme une partenaire, pas comme une amante, pas comme une présence dans sa vie.
Ses tentatives de réconciliation, de négociation, de supplication se heurtèrent au silence. Et ce silence était bien plus punitif que n'importe quelle confrontation n'aurait pu l'être. Dans les semaines qui suivirent, les gros titres de la presse économique changèrent subtilement. Des histoires d'inconduite d'entreprise, de trahison et de scandale faisaient le tour de la ville. Julien devint un conte moralisateur sur l'indulgence, la négligence et la confiance mal placée. Roxane, autrefois confiante et intouchable, sombra dans l'obscurité. Et Camille marcha vers un avenir qu'elle seule avait revendiqué. Elle s'autorisa un petit sourire en quittant un café de la place de la Bourse, regardant la ville s'animer autour d'elle. La réponse qu'elle avait méticuleusement façonnée n'avait pas seulement écarté ce qui lui avait fait du tort, elle l'avait remodelé, l'avait aiguisé, l'avait transformé en quelqu'un qu'elle n'aurait plus jamais à remettre en question. Elle comprenait maintenant que la justice personnelle ne se résumait pas au chaos seul. Il s'agissait de la reconquête, de la dignité, du pouvoir, de soi. Et dans cette reconquête, elle avait trouvé la liberté. Bordeaux continuait à son rythme habituel, ignorante de la guerre silencieuse qui avait été menée, des vies remodelées par un calcul délibéré, et de la femme qui avait émergé de la trahison avec un contrôle inébranlable. Camille marcha en avant, sans peur, intouchable et certaine. Le passé était derrière elle, le présent était à elle de commander, et l'avenir, quoi qu'il réserve, ne s'inclinerait devant personne. Et dans cette certitude calme, elle s'autorisa enfin à ressentir la première véritable trace de paix.